du puzzle de la vérité, bienvenue à bord. Alors, nous voici encore avec une nouvelle émission, mais aujourd'hui, je suis content parce que je fais revenir une amie. Alors, est-ce que Vanessa, elle est là? Je suis là. Bonjour. Bonjour Vanessa. Bon, Vanessa, je vais quand même obligé de te demander de te représenter parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te découvrir pour la première fois. Donc, tu fais une petite synthèse en disant qui tu es, voilà ce que tu fais. Et aujourd'hui, pour ceux qui vont te revoir, c'est le deuxième épisode, d'accord? C'est le deuxième Vas-y, épisode. Vanessa, tu as le droit à la parole, vas-y. Allez. Donc, Vanessa, donc, on a fait une émission ensemble la semaine dernière. C'était mardi. Mardi, il y a Oui, quelques jours. Oui. ouais, Bon. En tout cas, parce que je suis donc lanceur d'alerte en protection de l'enfance, j'ai été cadre au sein du service de l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental des Ardennes et, comme je l'avais expliqué dans le premier épisode, j'ai signalé un certain nombre de dysfonctionnements graves qui se déroulaient dans les dispositifs de protection de l'enfance des Ardennes. Et donc, je t'ai demandé si c'était possible de faire un deuxième épisode pour compléter des points sur lesquels je n'avais pas pu répondre ou alors que je n'ai pas suffisamment explicité. Euh, voilà, suite à des retours qu'on a pu me faire aussi dans mon entourage ou les observations que j'ai pu lire dans les commentaires, etc. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. eh ben, c'est parfait et c'est le but de l'opération parce que faire découvrir aux gens des choses, si après ils ont des questions, on a le droit d'y répondre quand on peut le faire. Vas-y, Vanessa, je te laisse la parole. Allez, on y va. Donc, j'ai pris des notes hein, pour ne rien oublier. Voici. Je t'en prie, tu as le droit, bien sûr, tu as le droit, tu as le droit. La Vas-y. dernière fois, j'avais montré un schéma. Alors, c'était bien entendu, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'était pas, il a fallu en fait expliquer de manière très simple pour que les personnes comprennent, puisque bien souvent, ce qu'on nous renvoie, c'est que c'est un système opaque. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. On ne sait Ouais, pas trop qui sont les professionnels qui travaillent à l'intérieur, qui sont les interlocuteurs pour les familles, etc. Donc, j'avais parlé d'éducateurs suivis de placement qui ouais, sont des éducateurs. Alors, c'est le nom, en tout cas dans les Ardennes, encore une fois, dans chaque département, on va trouver des fiches de poste différentes, une organisation différente. Dans les Ardennes, les éducateurs sur placement, c'est l'intitulé du poste, c'est l'éducateur ou ça peut être parfois l'assistant social. Il faut forcément un travailleur social qui a un diplôme d'État qui est chargé du suivi du parcours de l'enfant en protection de l'enfance. C'est vraiment lui qui fait l'interface entre le juge des enfants, qui doit accompagner la famille, qui s'occupe de tout ce qui concerne l'enfant, donc les partenaires, s'il y a du handicap au niveau scolaire, etc. Ce sont eux, alors, dans les Ardennes, qui font aussi les droits de visite médiatisés. Dans oui, certains départements, ce sont des associations qui le font. Hein. Donc, ça d'accord. peut être l'UDAP, ça peut être le Trait d'Union, ça peut être d'autres associations. En tout cas, chez nous, ce sont les éducateurs suivi de placement qui font ce rôle-là. Hein. Et ce que j'expliquais, c'est que leur fiche de poste, quelque part, on parle d'éducateurs suivi de placement, mais ils ne font pas d'éducatif, cela. Hein. Ils ne sont pas en contact au quotidien avec les enfants. D'accord. Les édu- Par contre, les éducateurs qui sont dans les foyers, oui, vivent avec l'enfant au quotidien, accompagnent l'enfant au quotidien. Mais là, on est sur des éducateurs dans les associations privées dont on a parlé, qui sont financés par le conseil départemental pour prendre en charge au quotidien les enfants. Ah oui, alors attends, parce que là, tu précises une chose qui est importante. Oui. Moi, ce qui est drôle, c'est que justement, quand tu parlais des éducateurs, je voyais quasiment que des fonctionnaires. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Mais finalement, on peut considérer que les professionnels qui travaillent dans les foyers, donc dans les foyers associations privées, donc dans les foyers, quelque part sont des fonctionnaires assimilés. Ils ne sont pas directement employés par conseil départemental, mais D'accord. ils travaillent, ils sont financés par le département, ces structures-là. Bon, parfois, il peut y avoir des cofinancements avec l'ARS, ça dépend le type de structure, si on est sur du médico-social, et ça dépend aussi du profil de l'enfant. Hein, s'il y a du handicap ou des choses comme ça, la sécurité sociale peut participer au financement, mais on peut considérer que ce sont des fonctionnaires assimilés quelque part, hein, mais ils travaillent pour. Voilà, je sais que c'est complexe, hein, on en a parlé. Ouais, L'articulation entre le public et privé, elle n'est pas simple à appréhender. d'accord, d'accord. Dans Non, tout mais justement, c'est pour ça que je fais attention, parce que à cause de ça, je pense que c'est à cause de ça aussi que de temps en temps, il y a des déviances. Hein.
Faut être clair. Oui. Dans certains départements et dans certains dossiers, on a eu des constats qui étaient relativement difficiles à arbitrer, hein, parce qu'il y avait des fois des confusions, mais incroyables. Alors, parce qu'on en a parlé un petit peu la dernière fois, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que si on prend le groupe SOS, par exemple, un Ouais. gros groupe, donc qui a plein d'établissements qui sont implantés un peu partout en France, sur le territoire, il faut bien comprendre, et c'est ça que j'expliquais quand il y a des incidents dans les établissements, ils doivent en rendre compte au siège du groupe, d'accord? Ils ont leur propre fonctionnement à eux, mais il y a aussi quelque part des comptes à rendre aussi au département, puisqu'ils sont financés par le département. Nous, on est financeurs. Donc, en fait, c'est très complexe. Et nous aussi, côté financeur département, et c'est ça aussi comme difficulté que j'ai pu avoir sur mon poste, puisque j'étais chargée de contrôle des dispositifs de protection de l'enfance, cette opacité aussi, cette difficulté à obtenir transparence de ce qui se passe dans les établissements. Alors, pour plusieurs raisons, hein, c'est complexe. Encore une fois, euh, on peut pas dire c'est blanc ou noir. À la fois, il y a peut-être un refus de rendre des comptes. Il y a aussi une politique propre au groupe. Ce qu'il ne faut pas croire, hein, les directeurs des établissements du groupe SOS, ils doivent aussi appliquer des directives qui leur viennent du siège du groupe SOS et qui viennent percuter parfois, j'imagine, voilà ce que demande le département en tant que financeur. Donc, c'est très complexe de cette articulation. Mais ce qui est important de rappeler, et je ne l'ai peut-être pas rappelé la dernière fois, mais ce qui est important de savoir, c'est que les Français doivent avoir conscience que tout ça est financé avec ses impôts. Ouais, bien Ça sûr, reste du financement public, tout ça. bien sûr, bien sûr. Et C'est les ça qui est autres, important. C'est ça qui est oui, important. Hein. et, et, et on sait très bien que ces groupes, je pense notamment au groupe SOS, mais d'autres aussi, s'enrichissent euh, grâce à ce fonctionnement-là et avec nos deniers. D'accord. Non, non. Alors oui, justement, au-delà de ça, justement, au-delà de cette forme d'enrichissement, ce qui est important, c'est que la machine tourne bien, que le mécanisme se mette bien en route et correctement. Parce que c'est là où on a des témoignages de plein de mamans, de plein de dossiers, et que toi, tu as pu constater, d'accord? C'est qu'il y a un moment donné, qu'est-ce qui provoque vraiment les dysfonctionnements? En fait, c'est quoi? Alors, je me souviens de toi quand tu parlais, par exemple, de tes contraintes, parce que tu nous as jamais parlé des contraintes professionnelles que tu as. Alors, ça, alors, justement, je voulais en parler un petit peu parce qu'on parle souvent d'incompétence des professionnels. Ouais, Euh, Notamment les éducateurs. Souvent, on entend dire, ou je vois circuler sur les réseaux sociaux ou sur Internet que les éducateurs sont incompétents. Alors, par rapport à ça, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. C'est les formations des éducateurs, plus largement des travailleurs sociaux, sont largement insuffisantes. C'est-à-dire que comparé au profil des enfants qu'ils ont à prendre en charge au quotidien, il ne faut pas le nier, il y a des profils d'enfants extrêmement complexes à appréhender, à ouais, accompagner, et les diplômes, ils ne sont pas suffisamment outillés, mais ce n'est pas, encore une fois, de leur fait. C'est-à-dire que qui élabore les programmes des travailleurs sociaux? C'est l'État. Qui délivre les diplômes d'État? C'est l'État. Donc, on peut se demander, moi je me pose la question, c'est s'ils ne sont pas outillés pour accompagner les familles ou les enfants au profil particulier, vulnérables, euh, peut-être qu'au fond, c'est parce que l'État n'attend pas ça d'eux. Donc ça, c'est d'accord. une première question. Non, mais voilà, donc si on ne fait pas de formation à côté par soi-même, moi j'en ai fait, j'ai dû faire des formations que je me suis financée toute seule pour, pour comprendre ce que c'est que des violences conjugales, comment on accompagne des victimes de violences conjugales, des victimes de violences sexuelles. Sinon, ça, on ne nous l'apprend pas en formation. Donc, Ouais, ce que je veux dire, ah, mais, donc c'est une réalité aussi. On n'est pas suffisamment armé, outillé pour accompagner correctement ces différents publics. On ne s'adresse pas à un enfant qui a vécu des traumas très lourds n'importe comment. bah, bien sûr. Parce que, Non, mais eh bien oui, sinon on le détruit davantage, on s'y prend mal, ça crée des crises, ça crée des tensions. Et encore une fois, c'est très destructeur quand on n'est pas formé et qu'on appréhende
n'importe comment certaines situations. Donc ça, c'est un fait. Autre chose par rapport à la compétence, et je vais répondre à ta question par ce biais-là, on peut être incompétent parce qu'on est dans des conditions de travail qui ne nous le permettent pas. Je m'explique. J'ai discuté il y a quelques jours avec une aide-soignante qui me disait, j'ai vu l'autre jour un reportage qui montrait en caméra cachée une aide-soignante qui avait des gestes tout à fait maltraitants, enfin, tu vois, qui portaient atteinte à la personne âgée. Bon. Et cette aide-soignante-là me dit, mais tu sais, ça m'a frappé, mais en même temps, je me suis dit que j'étais pas mieux, moi. Elle s'était reconnue, en fait, dans les images, en disant, c'est pas que je veux mal faire, mais en fait, je suis seule à ce moment-là pour porter une personne âgée qui est trop lourde. Elle se débat, elle me fait mal. Je dois faire vite parce que je suis contrainte. Je dois faire une toilette en 10 minutes, par exemple, en un temps compté. Et donc, forcément, quand on n'a pas les conditions de travail qu'il faut, ça produit de l'incompétence malgré soi. C'est ça que je veux dire. Ou parfois, on peut se retrouver, on peut être maltraitant sans s'en rendre compte avec le public qu'on a en face de soi. Et donc, moi-même, j'ai travaillé dans un service complètement désorganisé, qui travaille systématiquement dans l'urgence, avec une hiérarchie incompétente, qui n'a pas les qualifications pour les responsabilités qu'elle a. Etc. Donc, tu peux pas travailler efficacement si tu n'es pas non plus dans un environnement qui te le permet. Et c'est pas qu'une question de moyens financiers. Si tu es dans un environnement malsain, pervers, où le harcèlement règne, tu peux pas travailler correctement. Ou en tout cas, tu fais ce que tu peux. Ça, c'est ce que tu dis là, c'est important quand même. Ça peut permettre à certaines personnes de mieux comprendre certains cas de figure. Exactement. Donc, c'est pas pour déresponsabiliser qui que ce soit. C'est pour expliquer aux gens que c'est pas aussi simple que ça. On peut pas dire tous les professionnels qui travaillent là-dedans sont des enleveurs d'enfants. On peut pas dire on est tous incompétents. Il y a de l'incompétence, oui, mais il y a aussi des conditions de travail. Et c'est comme, tu vois, le signalement d'alerte, par exemple. Prendre la parole quand on est agent de la fonction publique, il faut savoir qu'on est soumis, on ne peut pas prendre la parole. Hein, on est soumis comment on appelle ça, à un droit de réserve. Moi, être lanceur d'alerte, c'est une procédure judiciaire qui est extrêmement lourde. D'accord. Moi, au moment où je dépose mon signalement d'alerte, en juin 2022, déjà, il m'a fallu plusieurs mois pour préparer le dossier. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement long. Ça va faire plus d'un an que ça a commencé. Et il faut savoir qu'il faut respecter des étapes une à une et on peut pas sortir comme ça, dire ce qui se passe comme ça. Et au moment où je dépose le signalement d'alerte, je suis encore soumise à l'ancienne réglementation qui ne protège pas encore, disons que la nouvelle réglementation qui est en vigueur depuis septembre 2022 protège davantage les lanceurs d'alerte, mais quand moi je dépose mon dossier, je suis sur l'ancienne version et je risque la prison. Donc, ça veut dire, là, tu es en train de faire comprendre aux gens qu'en fin de compte, même si tu as besoin de dire certaines choses ou certaines vérités, parce que tu as une contrainte qui pourrait te condamner à de la prison, tu ne peux pas le faire. Bien sûr, ou alors prison, ou en tout cas une peine au pénal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu dénonces quelque chose, tu dois pouvoir le prouver. Tu vas pouvoir le prouver. Sinon, tu es attaquable pour diffamation, etc. D'accord. Et normalement, sauf dans le cadre d'une procédure de lancement d'alerte, il est interdit pour un agent de sortir des documents d'une institution. D'accord. Donc oui, mais ça, c'est là, il faut quand même avouer une chose, c'est que c'est un côté pervers. Parce que si le système au-dessus, il fait des abus, c'est une manière de protéger tous les abus. Tu es quand même d'accord avec moi? Alors, tout agent qui a connaissance de faits graves, et tout citoyen d'ailleurs, c'est pas que les agents, a le devoir de le dénoncer. Maintenant, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est des procédures judiciaires extrêmement lourdes, financièrement, il faut le savoir. Financièrement, moi, je me suis retrouvée sans salaire, alors ça n'était pas nécessairement rien que le signalement d'alerte, parce que j'étais contractuelle et que j'ai été à un moment donné amenée à me mettre en arrêt maladie. Voilà,
je peux pas en dire davantage puisqu'il y a un dossier judiciaire qui est en cours, donc je dois faire attention. Mais en tout cas, à un moment donné, je me suis retrouvée sans salaire. J'ai 2 avocats. Hein, faut payer 2 avocats. J'ai porté plainte 5 fois. Hein. Si on n'a pas les épaules, si on n'a pas l'entourage pour nous soutenir, si on n'a pas financièrement les moyens, c'est pas possible. On peut pas. Non, mais là, tu es en train d'exposer les contraintes et comment on peut empêcher la vérité d'avancer. C'est exactement ce que tu viens de dire. Par contre, de dire les agents qui savent mais qui disent rien, ils cautionnent. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous avez beaucoup de professionnels, et je suis sûre qu'ils sont plus nombreux qu'on ne le pense, qui ne cautionnent pas du tout ce système, ne cautionnent pas. C'était une vocation pour eux de travailler dans le social, en protection de l'enfance plus particulièrement, hein, en règle générale. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils se sont engagés là-dedans vraiment par conviction. Ils souhaitent faire leur travail correctement, ils essayent de le faire et ils se disent je reste pour les enfants, je continue pour les enfants. Mais il faut savoir que dès lors qu'un agent remet en question le fonctionnement de l'institution, il est harcelé. D'accord? Donc, bon, moi j'étais contractuelle, donc c'est facile de mettre fin à mon contrat et de me faire partir. Mais un agent qui est vraiment fonctionnaire, qui est titulaire, croyez-moi, il y en a beaucoup. J'ai connu des professionnels qui sont dans un sale état. Et ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. C'est pas si simple que ça. Ils cautionnent pas. Alors, il y en a qui ne voient rien. Il y en a qui font il y en a partout qui font leur travail. Hein, le matin, je viens à 9h, je repars à 17h, j'ai fait ma journée, hop, et voilà. Il y en a dans tout. Mais c'est aussi un moyen de protection, ça. Moi, j'ai essayé, je peux pas, je pouvais pas. Hein. Et dans tous les emplois que j'ai occupés, j'ai constaté à chaque fois j'ai dérangé, à chaque fois j'ai dû ou partir ou on m'a fait partir parce que je me suis jamais tue devant ce système-là. Donc c'est pas nouveau. Hein. Bon, c'est la première fois que je le fais par la voie judiciaire et que je suis officiellement lanceur d'alerte, mais enfin, je n'ai jamais cautionné dans tous les emplois que j'ai occupés les défaillances que je voyais, l'injustice que je voyais, jamais. Tu vois, Vanessa, pour faire, on va dire, pour tendre une perche à ce que tu dis, d'accord, avec la contrainte qu'ont les employés dans cet univers de l'ASE et tous les services sociaux, d'accord, pour pouvoir contrarier cette mécanique infernale où on empêche les gens de pouvoir dire les dysfonctionnements, d'accord. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle la partie inverse, c'est de faire parler des victimes qui subissent, d'accord, les conséquences de ce qu'on impose à du personnel qui ne peut pas parler. C'est ça la réalité en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu exposes la chose, les mamans ou les papas, parce qu'il y a aussi les deux, hein, d'accord, qui exposent, eux, les contraintes qu'ils ont dans le cadre juridique, dans le cadre, on va dire, social, parce que Dieu sait s'il y a aussi des contraintes là-dedans, mais entre les contraintes, justement, que le personnel subit et les conséquences que ça a sur les parents, les mamans, les papas, donc il faut qu'on fasse parler les deux côtés. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des témoignages de maman, de papa, de gens qui travaillent dans le milieu. Toi, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup des mamans ou des femmes comme toi qui sont dans le milieu, qui ont travaillé dans ce milieu-là et qui ont le droit, je ne parle pas du courage, je parle du droit de pouvoir parler. Et encore, je prends encore des risques, là, même malgré le statut de lanceur d'alerte, à parler. Je risque encore potentiellement des poursuites, par exemple. Il faut quand même le savoir, sans compter les risques de sécurité. Voilà, entre autres. Mais tous les risques, la réputation professionnelle, se montrer publiquement. Et j'avais expliqué la dernière fois que ce n'était pas mon souhait de montrer mon visage, mon nom publiquement, mais que je n'ai pas eu le choix puisque je continue à affirmer que la situation dans mon département, les Ardennes, en matière de protection de l'enfance est défaillante, que les mineurs confiés au président du conseil départemental sont en danger
ils le sont encore à l'heure où on se parle, et que les réponses, malgré le fait d'avoir saisi les autorités internes, externes, les médias, le fait que ça ne bouge pas, que les réponses ne sont pas adaptées, me pousse à le signaler publiquement, à me montrer, à le porter publiquement pour le faire savoir, et je l'espère que ça bouge. Hein. Alors, voilà. moi, Donc, ça, je vais être clair avec toi. Je vais être clair avec toi. Dans ce que tu viens de dire, dans l'espérance que tu as, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent et dans beaucoup de départements parce que ça commence à parler sérieusement. Et plus il y aura de gens comme toi, plus il y aura de mamans qui vont témoigner, plus il y aura de papas qui vont confirmer ça, eh ben peut-être qu'on va faire avancer la machine en fait. Hein. D'accord? Exactement. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, on parlait de perversité la dernière fois, j'avais pas été nécessairement au bout, et je voudrais revenir sur une chose quand même par rapport à ça. Donc, on parlait de perversité. C'est une institution qui fonctionne sur la base de la manipulation perverse. D'accord? Donc, tu m'avais posé une question où tu me disais, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas un repère à pervers? Quelque part, hein, je schématise, mais c'était un peu ça. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr qu'il y a des pervers, mais il y en a partout. On est dans une société, la société occidentale est pervertie. Donc, celui qui a l'esprit pervers, dans une institution perverse, ben, elle est dans l'eau, c'est comme un poisson dans l'eau. Hein, et elle prend plaisir à détruire ou l'agent dont il a la charge, ou la famille qu'il a en face, ou le gamin qu'il a en face de lui au quotidien. On est d'accord. Hein, non, d'accord. c'est une institution. La manipulation perverse, elle se nourrit de la souffrance des autres. Elle se nourrit de la peur. Hein. Et donc, les agents sont tenus par la peur. Ils sont tenus, donc, l'institution utilise plein de moyens pour ça. Le New Public Management, euh, oui, le manque de moyens, le harcèlement. Elle utilise tous ces outils-là. Il faut bien le comprendre. Par rapport à la perversité, donc, je voudrais quand même, c'est important parce que je le vois très régulièrement sur les réseaux sociaux, etc. Il y a eu des affaires qui ont été médiatisées dans la presse ces dernières années, de cas d'enfants véritablement séquestrés parfois dans des établissements, etc. Mais ce n'est pas la majorité. Il faut pas, même si je ne dis pas que ça n'existe pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Tous les professionnels qui travaillent dans ce milieu-là ne sont pas pervers, ne sont pas pédophiles. Il faut aussi être juste dans ce qu'on dénonce. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu dis ça, c'est exactement la même chose que moi quand je précise que la franc-maçonnerie, c'est pas toute la franc-maçonnerie qui est mauvaise. D'accord? Il y a une hiérarchisation dans la franc-maçonnerie et à un moment donné, à un certain degré, là, on vient avec des gens qui sont, on va dire, plutôt malsains. Mais je n'ai jamais mis toute la franc-maçonnerie dans le même lot. Eh ben toi, c'est exactement la même chose. Je te dis exactement la même chose. J'ai conscience que dans les éducateurs, dans le personnel de l'ASE et tout, il y a des gens qui sont de bonne foi, qui essayent de faire le mieux possible leur travail, au-delà de toutes les contraintes qu'ils ont. Mais, je n'oublie pas une chose, c'est que quand on a du personnel pervers, s'il a choisi des métiers sociaux, c'est parce qu'il savait qu'il allait pouvoir faire ce qu'il avait envie dans sa perversité. Tu as plein de métiers comme ça. Tu as plein de métiers où quand tu as une cible, hein, ben bien sûr. Donc ça, on sait que ça existe. Et là, il faut justement faire attention parce que souvent, ben, ces pervers-là, ils foutent par terre toute la réputation d'un service ou d'un collectif. Hein. C'est clair et net. Hein. Parce qu'après, oui. Ben, tout le monde est mis dans le même sac. Et on parlait de réseaux pédocriminels et éventuellement de liens qui pouvaient exister entre l'aide sociale à l'enfance et la pédocriminalité en France. Je pense sincèrement qu'il y a l'administration officielle, celle qui fonctionne, celle que la plupart des agents font fonctionner, mais qui, sans se rendre compte, servent un réseau parallèle, officieux, caché, mais sans s'en rendre compte, encore une fois. Et qu'il y a ce dont les personnes dont tu me parles juste avant, ces profils-là, très certainement doivent être complices et faire le lien entre ce réseau et l'administration officielle que l'on connaît et sont placés très certainement à des postes stratégiques
tu vois. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne un réseau. Alors Maintenant, justement, dans ce que tu dis là, tu vois, pour que les gens comprennent bien, et je fais exprès de faire une petite précision pour que les gens comprennent bien, d'accord? Quand on fait quelque chose à l'encontre d'un enfant, on peut appeler ça une pédocriminalité. Et dans la pédocriminalité, il y a un deuxième volet qui peut être plus important avec le côté encore plus pervers, ne pas confondre la pédocriminalité avec la pédophilie. D'accord? C'est bien différent. La pédocriminalité, c'est quand on fait on va dire, une contrainte où on fait du mal à un enfant, quel que soit le type de mal qu'on fait. L'enlèvement par abus, le côté, même la relation sexuelle abusive. Mais le plus grave dans ce qu'on rencontre et dans la perversité qu'on peut rencontrer dans ce genre de service, et pas dans le service des services sociaux, dans plein d'autres services, d'accord? C'est cette frange-là qui cautionne la pédophilie, d'accord? Et ça existe, et c'est quelque chose qu'on devra continuer de dénoncer. Voilà. Je voulais faire un aparté parce que je veux que les gens comprennent bien la différenciation entre la pédocriminalité et la pédophilie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y, Vanessa. Oui, oui. Puis après, ce sont des choses qui sont quand même très largement sourcées maintenant, entre les témoignages de victimes, entre les témoignages de familles ou d'anciens magistrats, peu importe. Il y a aujourd'hui suffisamment de littérature à ce sujet, on ne peut pas le nier, c'est comme ça, c'est un fait. Ouais. Maintenant, il faut bien comprendre, et ça, c'est important de le rappeler, c'est que la situation que moi j'ai rencontrée dans les Ardennes, les dysfonctionnements que j'ai fait porter à la connaissance de l'autorité judiciaire et du président du conseil d'État ne sont pas spécifiques aux Ardennes. C'est-à-dire qu'on retrouve ces dysfonctionnements-là j'y arriverai pas, dans de nombreux départements. Il y a quelques mois, au mois de novembre, la défense des droits s'est saisie par rapport à la situation alarmante des départements du Nord et de la Somme, notamment, et on retrouve exactement les mêmes dysfonctionnements, les mêmes constats que moi dans les Ardennes. Donc, ouais. Aussi, il faut se rappeler des reportages de France 2 en 2019, Les Sacrifiés de la République, et d'M6 en 2020, Mineurs en danger, qui montraient en caméra cachée dans plusieurs départements la même chose. C'est important de rappeler qu'il y a eu un dernier reportage en octobre 2022 par M6 qui disait bien en préambule que entre le reportage d'il y a 3 ans et aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Et c'est exactement ce que je dis. La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qui a été mise en place par le gouvernement à la suite de ces reportages-là n'a pas changé, fait évoluer la situation. Ouais, donc, on voit bien que ce n'est pas spécifique à un département particulier, mais qu'on est face à quelque chose de généralisé, qu'on retrouve un peu partout. Ouais, et donc, voilà, et je rejoins tout à fait le président du conseil départemental des Ardennes quand il dit quand il alerte l'État et que quelque part, comment dire quand il met en cause la responsabilité de l'État, il a raison. Je pense que au-delà de la question financière, il y a réellement une idéologie derrière tout ça. Et donc, ce n'est pas suffisant de dire que c'est une question de manque de moyens. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à la suite du reportage je crois que c'était France 2, le département de la Côte d'Or avait été particulièrement visé, puisqu'il y avait eu des caméras cachées dans un établissement, je crois, de Dijon, qui montraient des choses, des défaillances graves. Et le président du conseil départemental de Côte d'Or, François Sauvadet, je crois, avait saisi le procureur, avait porté plainte pour des faits de prostitution et la présence de drogue dans ces établissements. D'accord, donc, mais il a même fait une émission sur M6, je crois bien. Il était passé, il avait pour justement ça. Oui. Alors, justement, oui. Ce qui est drôle, ce que je vais te rappeler quand même une chose, c'est que c'est dans ce département-là que je fais mes 3 jours de réunion. D'accord? Et que justement, ce président de département, je l'ai invité à une table ronde pour les 3 jours, par lettre recommandée. Alors, je ne sais pas si lui sera disponible, mais je fais en sorte que son service soit présent dans une table ronde dans mes 3 jours à Bigny, en fait.
D'accord? Je te le dis parce que normalement, si je ne me trompe pas, tu seras une de nos animatrices, n'est-ce pas, Vanessa? Hein? Ça marche. Mais Bon, ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve que ce président de conseil départemental a eu un courage incroyable. Je ah oui, trouve, et en plus, on m'a raconté, des personnes qui étaient en lien avec les travailleurs sociaux en Côte d'Or m'ont raconté euh, l'implication qu'il a eue après auprès de ses services, ce qu'il a mis en place à la suite des émissions. Il a aussi interpellé l'État. Euh, il a eu un courage incroyable. Je trouve qu'il a fait vraiment, euh, je, je dis il a respect. rempli, voilà, il a rempli un rôle qui devrait être le rôle de chacun des responsables de département. Lui, il a été exemplaire, d'accord? Et moi, c'est pour ça que je te dis que j'étais assez fier de faire ça dans mon village d'enfance, dans ce département, parce que je fais ça les 3 jours dans mon village d'enfance, d'accord? Je retourne dans mon enfance pour pouvoir protéger des enfants. C'est quand même beau, non? Non? Hein? Tiens, regarde ce que je passe là. Regarde. Tu vois, là, le petit message qui est en dessous, là. Enfant, tu es Ouais. l'avenir du monde. Pour moi, c'est le plus beau des messages, en fait. Voilà. Hein, tu veux bien que je mette ça en dessous quand tu parles, ça ne te gêne Ben, pas? ben non, bien sûr que non. Voilà. Euh, donc voilà, et je pense il faut vraiment bien comprendre que on est, euh, je, encore une fois, je comprends la colère des familles, bien entendu. Je ne suis pas d'ailleurs, je n'ai pas vécu moi un placement, on m'a pas, et je ne supporterai pas qu'on enlève mon enfant, ça c'est certain, et je ne peux même pas imaginer ce que ça ferait. Donc Ouais. je comprends la colère des familles, mais il faut savoir que on parlait tout à l'heure des travailleurs sociaux et de leurs contraintes. Euh, les travailleurs sociaux, en règle générale, font ce métier-là par vocation. On est d'accord. Oui, bien sûr. Et il faut bien comprendre qu'ils sont dans un système qui les a complètement formatés. D'accord. Euh, C'est-à-dire que faut bien comprendre que, par exemple, tu vas avoir ton chef qui rentre dans ton bureau, qui te dit, tiens, il y a une OPP qui tombe, donc le fameux placement en urgence qui arrive. On te dit, tiens, c'est toi qui vas aller chercher l'enfant au domicile. Et là, ton chef, il te dit, par contre, le papa est un petit peu violent, donc tu auras les forces de l'ordre avec toi. D'accord? Et là, tu arrives au domicile pour aller chercher l'enfant, c'est-à-dire que toi, ben, c'est le procureur qui le demande, puis c'est ta hiérarchie, tu fais ce qu'on te demande, c'est ton travail. Tu y vas, et là, tu as les forces de l'ordre qui sont armées, qui ont un gilet pare-balles, qui envoient les travailleurs sociaux en premier. Ce que je veux dire par là, et sans protection. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est des collègues qui travaillent dans des conditions comme ça où ils ne sont pas protégés. Mais ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils ne sont pas protégés. Autre exemple, une OPP, pareil, ton chef, il vient dans ton bureau, il te dit, bon, là, OPP ou pas, ou un placement peut-être qui avait été programmé à la naissance, par exemple. On te dit, tiens, il faut que tu ailles chercher cet enfant-là à la maternité. Je ne connais pas un collègue qui a été amené à le faire, à qui ça a fait plaisir de le faire. Il faut le Mais savoir. alors là, justement, tu vois, quand tu dis ça, la première chose qui me choque, moi, comment on peut enlever un enfant dans une maternité, en fait? C'est quoi le droit de faire ça? Alors que le bébé, il est en plein allaitement, il est en survie allaitement. Mais franchement, comment un être humain, il est capable de faire ça à une maman qui vient de mettre au monde un bébé? Quel est le droit qui lui permet de faire ça? Mais tu sais, on a parlé des placements abusifs la dernière fois. Alors, par rapport aux placements abusifs, effectivement, on sait qu'il y a aujourd'hui au moins un enfant sur deux pour lequel le placement n'est pas, alors, soit il n'est pas fondé sur des critères de danger avérés, donc c'est un placement qui s'effectue sur un fondement purement idéologique, soit le placement, soit il y a vraiment un besoin d'une mesure de protection, mais le placement est une mesure trop extrême et cet enfant-là, plutôt qu'un placement, il aurait plutôt besoin d'une mesure moins forte.
mais le placement est trop radical et il ne devrait pas être placé entièrement. Parce qu'il existe plein d'autres mesures, voilà, et parfois, voilà, c'est trop fort. Le placement devrait être en dernier recours. Il devait vraiment être… Vanessa, je peux te poser une question pour savoir si tu aurais vécu ça dans tes services, par exemple, ou dans ton environnement. Pourquoi, par exemple, quand on enlève un enfant à une famille par nécessité, pourquoi on n'utilise pas la famille même de l'enfant pour pouvoir protéger l'enfant? Pourquoi on a appris dans le temps, moi je suis un vieux, hein, bien entendu, j'ai appris ce que c'était que la morale à l'école, d'accord? Et puis j'avais appris aussi une chose que j'avais beaucoup aimé, c'était le rôle des parrains. Quand tu es baptisé, tu as des parrains, d'accord? Et les parrains, ils avaient un rôle qui était le rôle du protecteur en cas où il y aurait un incident dans une famille. Mais pourquoi ça, on l'a supprimé? Pourquoi, par exemple, les services sociaux ne prennent pas en compte ce qu'on appelle le parrainage par baptême, d'accord? Comme si on voulait détruire la religion chrétienne, l'amour de son prochain. C'est invraisemblable un truc pareil. Donc moi, il y a des fois, je me dis que ça, c'est fait volontairement pour détruire l'humanité, pour détruire le lien social, pour détruire l'enseignement qu'une religion telle que notre pays de France l'avait, d'accord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on reste quand même un pays catholique, même si les d'autres religions, on les accorde, bien entendu, mais notre enseignement, c'était le parrainage. Quand un gamin il était baptisé, il avait des parrains. Et là, la solution, elle était toute trouvée. C'était mécanique. C'était les parrains qui venaient au secours de l'enfant. Et là, on a les services sociaux qui sont incapables d'imposer ça. C'est là, tu es d'accord avec moi quand même? Je pose une question con, elle est con, mais c'est une réalité en fait. Alors là, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de me dire. Alors, j'ai noté, comme ça, je vais au bout de mon raisonnement, je peux te répondre. Alors, attends, tu m'as parlé de la famille, déjà, les grands-parents, par exemple. Il y a beaucoup de grands-parents qui alors, on ne comprend pas pourquoi l'enfant est placé, alors que normalement, la loi stipule qu'on doit d'abord chercher dans l'entourage de l'enfant, dans la famille élargie, hein, voilà, un lieu sûr pour le mettre en protection. Or, ça n'est pas appliqué. Donc, et c'est bien ce qu'on disait la dernière fois, il y a un vrai souci d'application de la loi. Voilà. On est d'accord là-dessus. Ça, aujourd'hui, il y a des grands, alors, il y a des grands-parents qui ne voient pas, une fois que les petits-enfants sont placés, ne voient pas leurs petits-enfants pendant 1 an, 2 ans, il n'y a pas de droit de visite, il n'y a pas de droit d'hébergement. Et ça, c'est regrettable parce que c'est dans la loi. Mais bon, ça, OK. Il y a un problème de non-application de la loi. Alors ça, il faudrait poser la question au juge des enfants, par exemple. Ouais. Tu vois, hein, bon, Moi, c'est tout. Ensuite, par rapport à ce que tu me dis, par rapport à la tradition, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le vrai ennemi dans l'histoire, c'est pas le travailleur social. Le vrai ennemi, c'est le mondialiste. C'est le mondialiste, c'est l'idéologie mondialiste qui s'est infiltrée dans toutes les institutions, alors à l'échelle internationale, mais en France, depuis la Révolution française, hein, alors par rapport à la protection de l'enfance et à l'éducation plus largement, même scolaire, on le doit à un mouvement qui naît sous le siècle des Lumières par Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit un traité d'éducation que tout le monde connaît, qui s'appelle l'Émile ou de l'éducation, voilà, qui est là. Donc, qu'il a écrit en 1762. Donc, Jean-Jacques Rousseau écrit tout un programme éducatif qui va de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est ce qui donc c'est un modèle d'éducation qui se veut qui s'oppose à la tradition. D'accord? Il propose un modèle éducatif qui va à l'encontre de la tradition. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer à partir de ce moment-là? Il y a tout un mouvement international qui va naître, qui s'appelle l'éducation nouvelle, d'accord? Qui va se développer un peu partout en Europe. Et alors, c'est à lui qu'on attribue la paternité de ce mouvement, Jean-Jacques Rousseau. Il faut savoir que ce mouvement-là est étroitement lié à la banque, à la finance mondialiste. Elle est très liée aussi aux loges maçonniques. Donc ça, après, il faudrait toute une émission pour le développer, mais toujours est-il qu'il y a tout un tas de philanthropes, parce qu'il est là aussi. Et quand je te disais que le travail social s'est constitué, alors les gènes de l'hôpital général,
et qu'après ça, on a eu le siècle des Lumières qui s'est emparé de la question sociale et de la question de l'enfance, par le biais notamment de la philanthropie. Et alors tout d'un coup, on a des riches messieurs qui ont ouvert des orphelinats, ont ouvert des écoles nouvelles pour appliquer des pédagogies nouvelles, alternatives à la tradition. Ça s'est développé un peu partout et ont tenté d'appliquer les principes énoncés par Jean-Jacques Rousseau. Et il faut savoir que ce mouvement-là est à l'origine de l'éducation sexuelle, parce que c'est un mouvement qui prône l'éducation sexuelle, donc dans les écoles notamment. C'est un mouvement qui est à l'origine de l'abaissement du niveau scolaire. C'est un mouvement qui est à l'origine de concepts faux, pseudo-scientifiques, comme l'aliénation parentale, entre autres concepts aujourd'hui qui sont très largement utilisés dans les rapports sociaux notamment, mais pas que. Hein. Et donc là, on a des gens qui se sont improvisés, j'allais dire pédagogues, pédagogues, éducateurs, scientifiques, et qui sont aujourd'hui à l'origine de tout ce que nous vivons. Et ça s'est infiltré. Ça s'est infiltré dans le dispositif de protection de l'enfance et en même temps, en parallèle, dans l'éducation nationale. Alors, tu sais, dans ce que tu viens de dire là, Vanessa, tu vas recouper exactement le langage que développe une historienne qui sera une des invitées qui va travailler avec toi, qui sera à la même table que toi, qui s'appelle Marion Sigaud. D'accord? Elle a fait justement des conférences sur justement l'historique. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Donc, sauf que elle, c'est son travail permanent depuis des décennies. D'accord? Donc, ben, comme tu auras l'occasion de la rencontrer, vous aurez de quoi continuer de peaufiner ça et de le faire comprendre aux gens. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, j'ajoute simplement en petite, on va dire, cerise sur le gâteau, d'accord? C'est la perversité de la laïcité, d'accord? Comment la laïcité, elle a été utilisée comme un outil, pas comme un principe, mais un outil destructeur, d'accord? Tout comme la franc-maçonnerie a été un outil pour l'oligarchie mondialiste, tout comme l'éducation nouvelle, ce mouvement dont je viens vite fait d'aborder, est aussi un outil, etc., etc. Tout ça, ce sont des outils qu'ils ont utilisés pour pervertir nos institutions, pour mais tu voilà. vois, c'est important d'en parler parce qu'après ça, ce genre de langage, quand tu l'expliques, ben les gens l'entendent, puis à un moment donné, ils vont finir par le comprendre. D'où l'intérêt de faire des épisodes 2, par exemple. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique de protection de l'enfance française obéit à des logiques internationales. Je pense notamment aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, qui sont aux mains de cette oligarchie mondialiste. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça sort pas de Vanessa. Je veux dire, il y a des rapports aujourd'hui qui ont été, je pense notamment à Thibaut Kieserlin, alors j'espère ne pas écorcher son nom, mais c'est ça, qui avait fait un rapport et qui montrait que justement des personnes comme Bill Gates, des ONG très influentes, des fondations très influentes, des philanthropes sont les plus grands influenceurs auprès du Conseil de l'Europe, voire des Nations Unies, mais sont à l'origine de nos lois. Et on n'a pas voté pour eux. Je pense aussi à Klaus Schwab, par exemple, du Forum économique mondial. Et oui, il y a, au mois de décembre 2022, Kalin Georgescu, ancien haut responsable des Nations Unies, qui a témoigné du fait que les Nations Unies, le Conseil de l'Europe sont totalement entre leurs mains. On n'a pas voté pour eux. Et l'agenda 2030, qui est finalement l'aboutissement de toute cette destruction de l'humanité à laquelle on assiste depuis des décennies, c'est l'aboutissement. L'agenda 2030, c'est le même projet du Forum économique mondial, des Nations Unies et de l'Europe. Il faut savoir que la France, en 2015, a signé, hein, s'est engagée, en tout cas, à mettre en œuvre cet agenda-là et à modifier ses lois hein, pour répondre aux objectifs de l'agenda 2030. Je ne sais pas si tu vois d'où on part et où on arrive par rapport
la structure d'un dysfonctionnement dans des services ou dans une relation avec l'enfant et jusqu'où on arrive pour démontrer que la stratégie, elle vient de très très loin. Elle vient de très loin et il faut comprendre aussi que la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment, alors constitue le pacte subversif pour imposer aux États un certain nombre d'idéologies qui sont prônées par les mondialistes et qui se retrouvent codifiées dans les textes après de lois. D'accord? Et au nom de la Convention internationale des droits de l'enfant, la France est obligée de respecter, par exemple, pour reprendre les travaux de Marion Thigault, la Charte des droits sexuels, par exemple. Donc, vous voyez, donc la Convention internationale des droits de l'enfant constitue le pacte subversif qui impose aux États un certain nombre de choses qui, clairement, sont là pour détruire l'enfance et la famille. Et donc, qui s'opposent farouchement à la tradition. Et d'ailleurs, celui qui est derrière la Convention internationale des droits de l'enfant, en tout cas la Convention telle qu'on la connaît, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais la dernière, celle qui est en vigueur, on l'attribue à un certain Janusz Korczak, qui est ici, qui est un pédagogue, un éducateur, médecin, franc-maçon et fervent défenseur du mouvement d'éducation nouvelle dont je parlais juste avant, qui est, je te le rappelle, un mouvement qui s'oppose à la tradition. Est-ce si étonnant que celui dont on attribue finalement les fondements de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est anti-famille, comment dire, est-ce si étonnant qu'aujourd'hui on ne respecte pas les droits de la famille, quand on sait ce qui se cache derrière ces textes? Ouais, c'est ça, mais c'est une volonté de détruire. En fait. Mais tu vois, c'est important d'avoir ce genre d'épisode-là, d'en parler, pour que les gens découvrent que ça vient pas par le hasard. C'est pas le hasard. Le hasard dans ce monde-là, il n'existe pas. On dit souvent, c'est Pasteur qui disait le hasard ne profite qu'à l'esprit préparé. D'accord? Donc, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'ils préparent un certain travail et maintenant, on a les conséquences du travail qu'ils ont préparé en amont. Mais il faut continuer de le dénoncer. Si tu fais partie des gens qui lancent des messages, qui vont essayer de faire comprendre aux gens. Et je te remercie de ça, en fait. Je te remercie de ça. Donc là, parce que mine de rien, tu as dit quand même déjà pas mal de choses. Ce que je voulais dire, pour continuer par rapport au département, c'est que les lois de décentralisation ont permis ça aussi pour les départements. D'accord? Elles donnent aux départements, l'obligation sociale est entre les mains des départements. D'accord? En donnant du pouvoir à des élus locaux, on a déresponsabilisé totalement tous les organes de pouvoir. Hein, c'est plus l'État qui est responsable, c'est plus nécessaire. Alors, on ne sait plus trop si c'est le département, si c'est l'État qui est responsable, etc. Donc, ça a joué aussi, ça a fait partie de la stratégie des mondialistes, cette histoire-là. D'ailleurs, quand on sait que on retrouve un certain Jean-Marc Borrello dans les lois de décentralisation, hein, auprès de Gaston Defferré. Bon, ça après, c'est une autre histoire, mais en fait, on s'aperçoit que tout cela, en fait, on retrouve toujours les mêmes personnes, on retrouve toujours les mêmes mécanismes qui sont mis à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour ça qu'on en arrive là, notamment. Donc, oui, il y a une volonté de nuire à la tradition, il y a une volonté de détruire. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois, l'État est responsable. L'État, volontairement, a mis en place une politique de destruction de l'enfance. Et d'ailleurs, quand je te dis protection de l'enfance, si je te dis protection de l'enfance, dans ta tête, protection, tu vas te dire sécurité, enfant en danger qu'on protège. Tu vas penser à tout ça. Oui. Mais si je te dis que le dispositif actuel est un dispositif de destruction de l'enfance, tout de suite, tu vas dire, mais oui, c'est ça. Parce qu'on voit bien qu'en réalité, tout est complètement inversé et qu'on n'est pas du tout dans un dispositif qui protège, mais qui est bien là pour détruire. Ah, mais ça, c'est clair. Non, mais je pense justement que tous les témoignages qui arrivent, tout ce qu'on entend maintenant et comme ça se démultiplie, c'est qu'il y a déjà de plus en plus de gens qui en ont pris conscience. Et il faut continuer de le faire savoir. Alors maintenant, jusqu'à quel point un président d'un conseil départemental est complice
jusqu'à quel point il est impliqué finalement dans cette idéologie et on ne sait pas. Ça, je veux dire, euh, moi, ça, je ne peux pas répondre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils font partie à un moment donné de ce système-là et ils servent ce système. Et je pense que maintenant, il y a suffisamment de littérature par rapport à tout ça, de rapports euh, euh, formidables, des travaux formidables par rapport à tout ça. Je pense à Pierre Hillard, je pense aussi à Stanislas Berton, qui ont fait un Ouais. travail Mais bien voilà, sûr, gigantesque sur tout il ça. y Et en a, pas que. ouais, il y Oui, en a beaucoup. Non, mais justement, mais c'est important qu'il y en ait beaucoup parce que maintenant, ça se sait, ça se fait savoir. Et les réseaux sociaux sont là aussi pour démultiplier la communication. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est grâce à ça que maintenant il y a des choses qui se révèlent. Faut pas oui. l'oublier. Hein. Et je pense que maintenant que l'on sait, on ne pourra plus, en tout cas, ils pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, que c'était à leur insu. Mais Et bien c'est sûr. ça qui est important. Et je crois qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du signalement d'alerte et on parlait des difficultés pour des fonctionnaires de s'exprimer. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point où il y a tellement de gens qui parlent que la libération de la parole doit les encourager à le faire aussi, de ne plus avoir peur. Mais bien Il sûr. faut le faire. Et, et surtout, et surtout quand arrivera le moment de juger, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de Français, on y arrive, qui aimeraient réinstaurer des tribunaux populaires, militaires, on ne sait pas trop ce qui, mais ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, parce Mais bien qu'aujourd'hui, sûr. l'information est disponible. Et il est encore temps pour ceux qui ont conscience que ce système-là, avant qu'il ne soit trop tard, il est encore temps de nous rejoindre et de prendre la voie de la vérité. Mais c'est exactement ça. Et ben, une émission telle qu'aujourd'hui avec ton épisode 2 sert à ça. Ça sert à ça. C'est les messages qui sont envoyés, les choses qui sont dévoilées, qui sont rappelées. Et même si des fois on est obligé d'être répétitif pour que ça rentre dans la tête des gens, même si on le dit 2 fois, 3 fois, il faut le faire. D'accord? Mais ce qui est bien, c'est que ça se conjugue avec tous les témoignages des autres. Et c'est ça qui est important, c'est de montrer que justement, il y a une alliance qui se fait, il y a comment dirais-je, des révélations qui se font par plein de gens, d'accord. Et j'espère maintenant qu'il y en aura de plus en plus pour réveiller justement la conscience des gens, en fait. C'est très simple. Donc là, Vanessa, qu'est-ce que tu as encore à nous dire? Parce qu'on a peut-être fait à peu près le tour ou tu as encore des choses à dire? Euh, je voudrais dire simplement par rapport au signalement d'alerte du département dont je suis originaire, donc des Ardennes, que voilà, j'ai fait les étapes une à une, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai respecté la procédure, je suis arrivée au bout de cette procédure-là. Je n'y travaille plus. Là, je le rends public parce que j'estime que c'est toujours alarmant, mais à un moment donné, je ne vais pas pouvoir pendant 3 ans continuer à dire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en gros, il faut que ça prenne fin. C'est-à-dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. C'était important de le faire. Il peut arriver quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai ma conscience tranquille à moi. Je suis allée au bout de ma conscience professionnelle et de ma conscience à moi. Je peux me regarder en face, quoi qu'il arrive. Les informations sont entre les mains des différentes autorités. Ça n'est plus entre mes mains à moi. Ça, je l'espère que ça changera les choses. Euh, j'espère et j'appelle le président du conseil départemental des Ardennes à entendre la souffrance des agents, à prendre au sérieux, à prendre le courage, comme l'a fait son collègue de Côte d'Or, d'affronter les dysfonctionnements de ces services, de changer son organigramme, de s'entourer de cadres qualifiés, compétents. Je l'implore de faire un vrai travail de fond, non pas seulement quantitatif, mais qualitatif de suivi de ce qu'il se passe dans ces services et de faire respecter le droit de l'enfant et des familles dans le département. Bon. Et ça, je sais que c'est difficile, je peux le comprendre, je le comprends, mais voilà, j'espère
qu'il le fera. Je n'abandonne pas le combat, simplement pour moi, la page se tourne. Hein. Oui, d'accord. Et, Non, mais bien sûr. ce que je voudrais exprimer aussi, c'est que j'ai été en colère. J'étais très en colère. Et j'étais dans un processus de dénonciation. Euh, Aujourd'hui, je ne veux plus être dans l'accusation. Il y a encore quelques mois de ça, je ne connaissais même pas le concept d'aliénation parentale. Je ne savais pas que les travaux d'Alfred Kinsey étaient à ce point généralisés dans la formation des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Je ne connaissais pas tout ça. Hein. Je l'ai appris. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et moi-même, quand j'étais sur mon poste, parfois, j'ai fait, moi, une formation auprès d'un CRIAVS, donc Centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Et moi aussi, à un moment donné, j'ai cru, parce que je l'avais appris, que l'enfant naît avec une sexualité, en étant sexuel. Je l'ai appris Ouais, ça. Mais aujourd'hui, mais je ne savais pas que c'était Kinsey qui était derrière ça. Et mais bien sûr, je ne savais pas que ces concepts-là étaient issus de tortures faites sur des enfants. bien sûr. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas aujourd'hui accuser mes collègues de choses que je ne savais même pas moi-même il y a quelques mois. Il faut Mais rester ça, humble par rapport à ça. Et tout ça pour dire que toutes mes lectures ces derniers mois, parce que j'ai essayé de comprendre en fait comment fonctionne le système, c'est toutes ces lectures-là, même Marion Sigaud, que j'ai découvert l'été dernier, eh bien, c'est tout ça qui aujourd'hui me fait voir la chose différemment. Et c'est pour ça aujourd'hui que je ne veux plus être dans l'accusation, mais simplement regarder les choses de manière factuelle et ouais, comprendre que c'est bien plus très complexe belle que chose, en fait. ça. Et donc ça, c'est Non, important. mais, Donc, le combat, il va continuer différemment à un autre niveau. Je sais que on me l'a dit et je sais qu'aujourd'hui, le fait qu'un ancien cadre s'exprime, c'est important pour le général, pour la co-générale. Je suis ouais, contente de rejoindre le réseau. J'ai rencontré des personnes formidables, des associations formidables, des familles formidables. J'ai évolué ces derniers mois, j'en suis très fière. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue je vais continuer autrement, mais je dois aussi me reconstruire, penser à mon avenir professionnel bah oui. et voilà. Et ça, c'est. Mais ce qui se passe maintenant dans les Ardennes n'est plus entre mes mains. J'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, eh ben, écoute, j'en ai conscience et je te remercie du tout le travail que tu as fait parce qu'il fallait oser le faire, il fallait avoir la volonté, voire plus que de la volonté, il faut un certain courage maintenant hein, pour arriver à faire ce genre de choses. Mais si tu avais le petit mot de la fin pour saluer tout le monde, parce que là on arrive au terme de notre émission, si tu avais un petit mot de la fin avant que je lance le générique, tu dirais quoi, Vanessa? Je dirais que les Français prennent de plus en plus conscience qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté et justement, c'est ce qu'on disait, se retirer les chaînes du mondialisme qui nous a euh, infiltrés et qui aujourd'hui est la cause de la destruction de notre pays. Je dirais qu'on est face à une élite pédocriminelle qui nous gouverne, que même si l'État a mis sur le banc des accusés les prêtres pédophiles, c'est le peuple qui mettra sur le banc des accusés les hauts responsables politiques pédocriminels et que le peuple en a marre d'être désigné comme étant que notre pays soit désigné comme étant pédolandre. Et ça suffit. Et ça, aujourd'hui, on est déterminé à mettre fin à cela et l'État doit le savoir. Il ne peut pas arrêter cette vague-là qui arrive, il ne peut pas arrêter ce mouvement. Eh ben Vanessa, c'est un beau message de fin d'émission et je t'en remercie beaucoup. Donc Vanessa, je te dis merci pour ce rendez-vous-là Merci à et toi. et je te dis à très bientôt, Vanessa. D'accord? OK? Ciao. Merci.